Nous accueillons Jérémy Kieuf, donc, que vous avez déjà vu hier. On n'a pas fait attention, visiblement, des notaires sur le temps de parole, sur ces 2 jours de l'équipe Jérémy. Mais c'est avec un grand plaisir que nous l'accueillons. Alors, Jérémy est jardinier et également historien d'art. Il a travaillé, je crois, plusieurs années, 4 ans, sur le domaine de Versailles, en tant que jardinier. Maintenant, il exerce en tant que professionnel libéral. Oui. Et en effet, pour rebondir et pour faire lien avec aussi le métier de jardinier d'art, je suis très attaché à ces réseaux en interne, enfin ces services internes de domaine. J'ai bossé en effet pour Trianon, j'ai bossé 3 ans pour les Tuileries. Et aux Tuileries, pour faire lien avec Emmanuel, les fleurissements sont faits par les jardiniers d'art du domaine. Et tous les fleurissements, que ce soit les fleurissements de printemps-d'été, les fleurissements de printemps et été, donc c'est 3 jours de travail en bureau, puis ensuite c'est une mise en place, puis ensuite c'est un entretien de ces fleurissements. Et finalement, les jardiniers sont assez satisfaits de cette liberté de pouvoir faire ces fleurissements en lien en plus avec le musée du Louvre, hein, puisque l'objectif c'est de lier le Louvre et le jardin des Tuileries. Et ce travail est valorisé notamment pour les journées type patrimoine ou les rendez-vous au jardin. À côté de ça, ça fait quelques années maintenant que je travaille pour le château de Sassenage, pour la Fondation de France, et c'est à travers ce thème du jardinier et du jardinage comme outil de restauration et de valorisation que je vais prendre, c'est avec ce chantier. Je voulais illustrer ce métier puisque nous avons commencé à travailler dessus en 2016, 2015-2016 jusqu'en 2023, et c'est toujours en cours, et il y a déjà des missions pour 2024 et 2025. Et finalement, ce temps long, puisque là on est quand même sur quelques années de travail, nous permet de faire un retour assez complet sur le métier de jardinier dans un domaine qui est privé. C'est la Fondation de France, c'est ouvert au public toute la semaine, c'est ouvert au public en période estivale et il y a énormément d'animations toute l'année. Donc même si c'est privé, on a un accès 5 jours sur 7 au site, donc ce qui demande aussi d'avoir à la fois une équipe jardinier et qui tienne le site pour que les usages attendus par le public puissent se faire. Finalement, on s'est rendu compte que le plan de gestion que l'on a mis en place maintenant depuis 7 ans fonctionne grâce à la conservation et à la transmission de ce parc. On sait que le jardin, il est changeant par nature, enfin, au fil des saisons, au fil des ans, et puis des décennies, etc. Et on a beau faire en effet des beaux chantiers, on fait aussi du jardinage. Et la manière dont est jardiné un parc comme Sassenage ou d'autres participe à sa conservation. Donc pour conduire ce plan de gestion, c'est un plan de gestion qu'on a fait à 5 personnes. On a un conservateur des collections du château, on a un jardinier, donc à l'époque il y en avait un seul, maintenant ils sont 2. Il y avait un économiste, un architecte du patrimoine et donc un historien jardinier. Ça, c'était mon rôle. Et à côté de ça, nous avions bien sûr les services de l'État, la conservation régionale des monuments historiques, le service régional aussi d'archéologie, les archéologues et même les entreprises spécialisées qui ont participé à ce projet. Donc, c'est à travers 2 casquettes que je peux vous présenter ce projet. C'est historien, puisqu'il a fallu empiler toutes ces couches d'histoire sur un parc qui a été quand même construit en 1662. Et aussi une casquette de jardinier où moi, je vais m'intéresser à l'écosystème, à ce qu'il y a dans la terre, et finalement voir que nous sommes sur un environnement plutôt durable, puisque ça fait plus de 350 ans que les arbres poussent sans problème sur ce domaine, et que les gestionnaires propriétaires et jardiniers donc ont tout fait pour que ce terrain conserve en fait ce fonctionnement viable. Voilà l'équipe jardinier. Donc dans les archives du château, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 photos de jardiniers de 1900, ce qui est assez rare. On a rarement des photos
On les prend pas en photo, ils sont toujours au boulot. Et puis finalement, là, ils posent pour la photographie avec leur beau chapeau et leur tablier. Et puis on a Benoît, donc je les appelais par leur prénom, hein, Benoît qui fait partie du projet intégrant dès le départ. Il était là en 2016. Et Benoît a un bac pro travaux paysagers qu'il obtient à Blois en 85. Nous avons Rémi sur cette photo qui est un peu le nouveau, qui va devenir le nouveau jardinier en chef puisque Benoît va quitter le château à la fin de l'année et qui, lui, a une licence de biologie spécialisation végétale et une licence professionnelle gestion aménagement de paysage mention biodiversité. Et nous avons un apprenti qui est arrivé sur le domaine il y a quelques mois, Henri, qui lui a aussi une licence pro écologie urbaine et biodiversité. Donc encore une fois, les intitulés changent et tous ces gens-là vont être obligés de travailler en quelque sorte sur un parc historique qui est classé depuis 1942. Donc c'est aussi une différence de génération, une différence de pratique, une différence de formation et qui vont se retrouver sur un même site. Et leur objectif numéro un, c'est de tenter et de réussir surtout conserver ce site avec une vision globale, parce que sur Sassenage, pour les gens qui n'étaient pas là hier et pour faire un rappel, nous avons trois couches successives, un jardin que l'on va qualifier de régulier avec des taupières, des alignements, de la taille en rideau et des parterres à gérer, un jardin anglo-chinois avec des pièces hydrauliques à tenir, ainsi que des arbustes à tailler, et puis un parc beaucoup plus grand, donc dit paysager, qui date de 1850, où nous avons une gestion plus forestière avec une régénération des arbres, avec des gestions en taillis, avec aussi des végétaux à tailler, et puis une prairie qui est là depuis le départ, hein. C'était une volonté du projet de 1850, c'était d'avoir une prairie, donc une gestion donc, de tonte assez différente, de la tonte pure et dure au départ, des fauches tous les 10 jours, toutes les 3 semaines, et puis quelque chose qui se fauche 1 à 2 fois par an sur le parc. À cela s'ajoute l'alignement d'arrivée du château, plus toutes les dépendances qu'il y a autour du parc, puisqu'on a aussi l'ancienne métairie où il y avait le personnel du château à l'époque. Donc en 1971, la marquise décède. Elle n'a pas de descendance. Elle fonde une fondation Sassenage-Béranger sous l'égide de la Fondation de France qui devient propriétaire. Changement de propriétaire, changement d'usage. Nous avons par exemple des expositions de véhicules type camping-car, Porsche et autres, et aussi un peu de sport hein, avec des séances de stretching et autres au niveau de la cour d'honneur. On a aussi des mariages, tout ce qui est team building, cérémonies et autres de ce type. Et finalement, petit à petit, le jardin se dégrade. On fait rentrer des camions, des Manitou pour les événements, puis on se rend compte que les arbres commencent à tomber, que les cheminements disparaissent. Les arbustes disparaissent aussi, puisque les arbres grandissent, mais il n'y a pas de percée, donc toute cette couche-là disparaît. Et donc en 2015, la Fondation de France, après plusieurs études donc, qui ont été faites dans les années 90 et début 2000, ça n'aboutissait pas, il y a eu 5-6 études, finalement décide de refaire un projet, et là on prend la direction du plan de gestion. Et c'est le plan de gestion qui finira par gagner, puisque c'est en reprenant à la fois les équipes en place et le parc dans sa intégralité qui permettra de faire un projet. Donc là, c'était le plan projet pour le client. Donc on a notre cour d'honneur, hein, toujours, avec nos alignements par terre, taupière. Notre partie anglo-chinoise où les cheminements avaient totalement disparu, ainsi que les pièces hydrauliques, les arbustes, vous verrez 2-3 photos après, et ce grand parc où l'île notamment était comblée, donc n'assurait plus du tout son rôle d'île. Et il y avait aussi pas mal de dépérissements et de chutes de gros bois suite à plein de tempêtes.
Notre objectif pour ce projet, c'était de retrouver les axes de vue, masquer l'environnement urbain qui s'était bien évidemment mis en place autour, et retrouver nos tracés, nos pièces hydrauliques et des plantations quand même d'acclimatation, puisque le marquis était fan des nouvelles plantes. Donc le calendrier, c'est 40 mois d'études, c'est-à-dire qu'il y a 24 mois d'études préalables, 12 mois d'études de projet, puis 18 mois de chantier, des discussions assez animées. Ce plan, tout ce travail, en fait, ces mois d'études et ces mois de chantier, se justifie aussi via le fait qu'il est un conservateur, une équipe jardin. Enfin, on est vraiment plusieurs, et c'est cette mutualisation, en quelque sorte, cette équipe pluridisciplinaire, et cet outil du plan de gestion qui va permettre de mettre tout le monde autour d'une table et de discuter des problèmes, des attentes, pour trouver une solution. Quand je parle des intervenants, ils sont vraiment extrêmement nombreux. Et lorsqu'on bosse sur un parc historique, essayer de trouver un règlement, satisfaire tout le monde, c'est très très dur. On a bien évidemment les services de l'archéo, on a l'ONF, enfin on a tous ces gens-là. Et c'est ce qui a vraiment, encore une fois, permis le plan de gestion, c'est de fouiller le passé, faire un diagnostic assez poussé, historique, paysager, et sur la gestion qui était pratiquée sur le domaine, pour le confronter à l'état actuel, et puis finalement lancer les pistes pour les années à venir, c'est-à-dire 15 ans d'opération qui suit. Si je prends une partie du jardin de l'eau chinois, donc, où il y a énormément de travaux qui ont été faits ces dernières années. Alors, il y a deux types d'opérations quand même sur le plan de gestion. Il y a des travaux préalables donc au plan de gestion, des travaux de restauration. Là, pour le coup, il s'agissait de retrouver nos cheminements et nos surfaces plantées, hein, puisque là, on a une vue en 2016. Donc, le travail a été fait de restaurer certaines parties. Et puis, par contre, il y a une autre partie, ce ne sont que des opérations qui sont réalisées en interne aujourd'hui par l'équipe jardin. Donc, il y a ces deux grandes phases. Là, en 2016, le métier de jardinier au château, c'est de ramasser les feuilles, de les tondre, enfin de tondre les feuilles et l'herbe. En bas, il y a énormément d'événementiels, donc c'est une tonde toutes les semaines. Tandis que sur le haut, bon, on voit, c'est un peu ruiné. Il y a des souches, il y a quelques arbres restants. Donc, c'est une fauche 3 à 4 fois par an. Le jardinier discute aussi beaucoup avec le public, il échange, et puis il ramasse le bois mort. En 2018, les travaux commencent. Donc, le premier truc du jardinier, c'est de râler, puisque qu'est-ce qu'on est en train de faire dans son jardin? Le pauvre, en effet, on vient de faire des tranchées partout, de mettre des piquets, et on va planter des bouts de bois qui donneront après, finalement, des arbres et des végétaux. Mais il prépare finalement l'après-travaux, c'est-à-dire s'équiper en matériel, retravailler le planning, préparer ses emplois saisonniers, etc., etc. En 2019, ça y est, cette partie est livrée, c'est restauré. Donc là, il se retrouve à devoir désherber des allées, il va devoir désherber des végétaux que l'on vient de faire planter. Il va falloir les arroser, conduire les arbres, conduire ces végétaux, continuer à tondre, puisqu'il faut reprendre les tondes finalement. Il faut aussi maintenir les piquets, enfin, etc., etc., etc. Donc, quelques années, c'est-à-dire en 3 ans, ces tâches ont complètement changé. Et puis en 2022, ça pousse, ça y est. Hein. Donc, par contre, on désherbe toujours les allées. On tombe, mais beaucoup moins, puisque finalement, on a commencé à convertir nos surfaces tondues en prairies lorsque cela était possible. Et par contre, on finit par tailler ces arbustes. Donc, c'est deux tours de taille. Une taille en verre pour dégager les allées au mois de juin, et puis finalement une grande taille, si besoin, en fin d'année, à l'automne. Et là aussi, il y a toujours une mission de médiation, puisque là, on voit, hein, au début, ce n'était pas le cas, mais on a remis des petites plaquettes. Et ça, c'est les jardiniers qui l'ont fait, qui l'ont proposé à l'époque, en disant, bah, pourquoi est-ce qu'on ne referait pas une sorte de... Enfin, donner un côté botanique
au parc de Sassenage. Et donc ça, c'est un projet qui avait été monté dès le départ aussi avec le plan de gestion. Et pourquoi étudier la gestion complète sur un site comme ça? Bah, c'est pour communiquer avant tout, pour communiquer auprès des gestionnaires, pour communiquer auprès des jardiniers, pour communiquer auprès du public. Enfin, c'est vraiment un outil de communication. On s'est rendu compte que dans les années 50, 70, il y avait un jardinier qui était là seulement pendant la période estivale, puisque finalement, les propriétaires du domaine vivaient à Paris, ils venaient qu'en été, hein, juin, juillet, août. Et nous avions les Roussins Lévial, donc, qui, eux, s'occupaient de la fauche et du ramassage de bois mort. Mais le rôle d'Aristide, qui est un des jardiniers historiques pour le coup de ce parc, lui, son boulot, c'était de planter des rosiers, les traiter, désherber un peu la cour d'honneur, étendre la cour d'honneur. Mais tout le reste du parc n'était pas finalement extrêmement, extrêmement jardiné. En tout cas, il n'y avait pas de tonte, de fauche, etc., etc. Par contre, lorsqu'on rentre en 1900, après 1971, forcément, ça ouvre au public et là, la gestion, ça n'a plus rien à voir. Donc, on a une gestion départementale jusqu'en 2000. Après, nous avons l'embauche d'un jardinier à cette date, en 2000, hein, qui sera le premier jardinier du site, puisqu'avant, c'était un maçon qui s'occupait un ancien maçon reconverti qui s'occupait du jardin. Une mise en place de gestion différenciée en 2010. Et l'embauche après le plan de gestion en 2018 avec un deuxième jardinier, puisque Benoît nous avait dit dès le départ, moi tout seul, gérer 8 hectares 8, c'est dur. Et si on l'ouvre au public et si on commence à planter des arbres et des végétaux et remettre des cheminements, etc., ça va devenir ingérable. Donc, il nous faut quelqu'un. On a travaillé sur les plannings avec lui et finalement on est arrivé oui, il fallait un deuxième poste à temps complet, même pas un mi-temps. Et le gestionnaire a accepté de prendre ce deuxième temps. Et puis aujourd'hui, on a des stagiaires, des vacataires, et puis donc un apprenti qui est arrivé sur le parc. Donc, sur un parc de ce type-là, donc privé encore une fois, mais ouvert au public, le jardinier, il a plein de tâches, hein. Il faut à la fois tailler ces taupières qui sont dans la cour, il faut tondre toutes les semaines pour l'événementiel. Ensuite, il faut faucher les parties de certaines, la partie dite anglo-chinoise et paysagère. Il faut faire un peu de communication. Donc, comme ça a été quand même un projet qui a été suivi, Sassenage, c'est un petit village, hein, donc on est en périphérie de Grenoble. Et donc, il y a des questions nature, jardin ou histoire, la presse vient. Donc, il y a eu toute une série d'articles faits par le Dauphiné Libéré, puis il faut avoir un Instagram, une page Facebook, etc., etc. Donc, tout ça, c'est le métier du jardinier, aujourd'hui en 2023, et avec toujours la même ligne de conduite, c'est-à-dire transmettre ce monument sans le dénaturer, et toujours en gardant un esprit qui soit cohérent avec ces trois phases historiques du parc. Puis en 2022, le client rappelle en disant, bon, le plan de gestion, c'est pas mal, mais il y a quand même des écarts d'heures, etc., etc. Bon, finalement, on s'est rendu compte que notre plan de gestion, qui faisait 831 pages, était un peu lourd pour l'équipe jardin. Ça manquait un peu de fluidité. Surtout parce que finalement, ils n'avaient pas le temps de s'en servir. Ils étaient dans le jus tout le temps. Il fallait gérer l'entretien, gérer les outils. On avait fait un SIG qui est aussi tombé dans l'oubli. Donc, tous ces outils-là, par manque de temps, manque de connaissances aussi par moment, font qu'on n'y arrivait pas. Donc, on est reparti sur une mise à jour et une simplification des documents pour que ça soit vraiment accessible. Donc, on est en train de retravailler les plannings, etc. Et on s'est rendu compte que livrer un plan de gestion, c'était pas mal. Avec une équipe interne, c'était le top. Si on avait de l'externalisation avec d'autres entreprises, là, ça devenait assez compliqué. Mais on est bien au niveau du temps? Oui, c'est bon. OK. Parfait. Et donc, en interne, ça fonctionne pas mal. Mais finalement, il y a un besoin d'assistance. Et on s'est rendu compte que 5 ans après, il fallait faire ce petit travail de retour sur plan de gestion, voir ce qui avait été fait à la fois en termes de travaux de restauration et en termes de travaux de restauration interne, c'est-à-dire l'équipe de jardin, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez planté les plantes couvre-sol au pied des arbres? Est-ce que vous avez planté les bulles, etc., etc. Qu'est-ce qui a été fait? Oui, non, pourquoi? Le fameux pourquoi. Et ça nous permet d'avoir un retour comme ça
sur le plan de gestion et de l'affiner. C'est ce qui est en train de se produire depuis janvier 2022, puisqu'on a remis tout à plat avec à la fois la question du matériel, à la fois la question des formations des jardiniers, à la fois aussi tout ce qu'ils devaient faire, aussi bien de la communication, de la médiation, que passer la débroussailleuse le long des allées, enfin des 1,5 km de l'allée du château. Sur les prairies fleuries, parce que dès le départ, hein, le marquis souhaitait une grande prairie pour son parc, et on s'est rendu compte que l'événementiel avait un peu grévé le truc dans les années 2000, c'est-à-dire qu'il fallait tondre pour pouvoir mettre des chapiteaux, pour pouvoir faire des mariages. Et avec le plan de gestion, on s'est retrouvé avec, bien évidemment, toutes les entreprises qui intervenaient pour cet événementiel et cette partie commerciale, finalement, du château. Et donc, nous avions des fréquences de tonte par partie assez fractionnées. Là, si je reprends toujours cet exemple du jardin de l'eau chinois, là, devant le château, on avait une tonte donc, qui était faite quasiment une fois par semaine. Et par contre, sur le haut, où il y avait nos arbres tout à l'heure, on avait une tonte qui était faite 3, 4 fois, 5 fois par an. Enfin, c'était plutôt une fauche. Nous, on avait tout converti en prairie comme ça, libre. Et puis, il y a 2 ans, le jardinier me dit, ouais, mais bon, on tond ces trucs-là, mais en réalité, moi, j'ai regardé le plan de gestion, j'ai pris un peu de temps. Toutes les photos que tu nous as compilées, c'est bien beau, mais on voit que finalement, c'était jamais tondu, quoi. C'était tondu à partir des années 80, mais si vraiment on veut retourner un peu dans le passé, sous la marquise, elle n'était pas là, et donc on tombe pas. Et puis la marquise aimait les fleurs, ok? Et donc c'est toute cette construction finalement qui a mené toutes ces recherches. Nous, en fait, on a mis un gros document, on a rendu un gros document au jardinier en disant voilà, nous on a compilé plein d'images, et puis à toi de te débrouiller en quelque sorte pour essayer de proposer des projets. Et donc il a fouillé dans tous ces documents, et puis il est retombé sur des photos anciennes, et ces photos anciennes, il y avait bien des prairies, donc on est reparti sur des prairies fleuries, mais là aussi, comment on fait une prairie fleurie aujourd'hui? Est-ce qu'on achète un mélange tout prêt, tout fait, ou est-ce qu'on va un peu plus loin et on travaille avec les caractéristiques du site, et puis on cherche à avoir des histoires de coloris en lien avec les collections du château, puisqu'à côté, le château se visite et est ouvert au public. Donc à l'heure actuelle, le jardinier est occupé, enfin l'équipe des jardiniers sont occupés à faire ce travail avec ce plan de gestion. Qui dit prairie dit aussi modification des usages, puisqu'il y a eu la crise sanitaire en 2020, qui a bloqué les jardiniers puisqu'ils ne pouvaient plus venir travailler, donc ça a poussé partout. Et puis ils sont revenus en disant bah, si finalement on arrêtait de tout tondre quand même et puis on faisait des cheminements dans les prairies. Donc là aussi on est parti sur quelque chose de bah, pourquoi pas changer un peu les points de vue, la manière de visiter le parc, la manière de se promener. Et on a remis à plat les usages. Bon, c'était facile aussi. L'entreprise qui s'occupait de la partie commerciale a eu beaucoup de problèmes après le Covid. Et c'est une nouvelle entreprise qui est arrivée. Donc, les jardiniers, le conservateur ont profité pour réduire un peu les permissions. C'est-à-dire que vous avez la Pyrale du Buis, vous avez la Mineuse du Marronnier, mais pour les jardins historiques, vous avez aussi le petit camion traiteur Petit Forestier, ainsi que le Manitou, qui est un vrai fléau. Donc, toutes ces choses-là, en fait, on a réussi petit à petit à les évacuer. Au lieu d'avoir des événements partout sur le parc, il y a une zone événementielle qui a été créée pour les gros événements et les grosses tentes de ce type-là. On a sur la photo. Et puis après, finalement, on est passé à des usages plus doux et surtout une remise en avant des visites patrimoniales, puisque avec tout ce qu'on avait compilé pour le plan de gestion dans les recherches, avec les curtaines, les sociétés d'horticulture, les pépinières, etc., etc., on avait plein de choses à dire. Donc, il y a des petits déjeuners qui ont été organisés, petits déjeuners visites du jardin. Le château est rentré dans des programmes départementaux. Il y a une mutualisation en fait avec plusieurs châteaux en Isère pour faire des programmes avec les enfants. Il y a toujours quelques voitures, on ne peut pas s'en passer. Là, pour le coup, c'est les Porsche. On a aussi les voitures et puis on a les camping-cars en septembre. Et on a aussi maintenant du théâtre et du spectacle musical. Donc, finalement,
tout ça, ça c'est fait aussi, c'est aussi le travail du jardinier, puisque c'est une petite équipe, hein, donc tout le monde est concerné par ce parc. Et le jardinier va dire, oui, bon, on peut en effet faire venir des porches, par contre, c'est dans la cour, c'est pas dans le parc, hein. Désolé, mais on va pas rouler sur les systèmes racinaires, reproduire les erreurs du passé. Donc ça aussi, ça fait partie de son métier. Et usage, alors l'usage par rapport au parc, par rapport au parc et par rapport aux différentes parties, mais même par rapport à l'arbre, puisque à Sassenage, finalement, on arrive à avoir des usages très sectorisés. Là, sur les arbres, là, c'est des visites pour les personnes handicapées, donc qui montent avec des grimpeurs dans les arbres. Et à côté, c'est les pompiers, les gendarmes du Grim qui viennent chaque année s'exercer dans le parc. Donc, finalement, tous ces usages-là, on les a eus dans le plan de gestion, on les a travaillés. Ça s'est fait au fil du temps, c'est assez long. Encore une fois, le calendrier, ça a commencé en 2015-2016. C'est toujours pas fini, en fait, ces histoires-là, puisqu'on remet toujours un peu une pièce dans la machine. Surtout avec le Covid qui est arrivé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été renégociées. Donc, tous ces usages sont possibles sur le parc et ça fait partie toujours du boulot du jardinier, à côté de faire des projets, à côté de tenir la tondeuse, à côté de faire un peu d'Instagram. Mais il y a toujours des oppositions qui demeurent, puisque donc on a une équipe quand même jardin pluridisciplinaire, hein, 3 générations, enfin des diplômes différents, des visions différentes du jardin, entre nature, biodiversité, et puis pour Benoît qui était là qui a été diplômé dans les années 80, on est plutôt sur un aspect espace vert, puisqu'à l'époque les diplômes s'appelaient non espace vert, hein, pas l'oublier. Et ces oppositions, elles demeurent aussi pour finalement les utilisateurs, puisque malgré la médiation, malgré les panneaux, malgré la gestion différenciée des articles de journaux, on va se retrouver avec des jardins limite à l'abandon, mais sur la même page, on a un entretien qui est réalisé parfaitement. Alors bien sûr, c'est un parc quand même qui est calme à souhait, où vélo et chiens sont interdits. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien que ça soit comme ça dans leur parc. Euh, c'est, alors, ils sont interdits, mais ils peuvent quand même rentrer. Ils ne sont pas sortis d'office, quoi. La suite des projets, puisque le plan de gestion est toujours en cours, hein, c'est un plan de gestion sur 15 ans. Et là, maintenant, c'est surtout les jardiniers qui ont la main. Nous, on intervient uniquement pour faire un peu de soutien, pour faire marcher notre carnet d'adresses. C'est vraiment de l'assistance, hein, quand ils ont un problème avec du phytosanitaire ou des ravageurs. Ils peuvent pas tout faire, les pauvres. Donc, parfois, c'est des coups de fil et puis on travaille comme ça. Et tous ces projets qu'ils font, donc c'est-à-dire là, on a des projets de regarni qui vont aboutir l'année prochaine. On a des projets de prairies, donc fleuries encore, qui vont renaître via l'étude des documents anciens. Et puis on a arrêté de passer la débroussailleuse, comme disait Denis aussi, pour permettre une régénération naturelle, ce qui est pas trop mal pour reboiser un peu notre parc. Et avec le dernier arrivé, l'apprenti Henri, qui lui fait de la biodiversité, de la nature en ville. On va mettre en place un programme sur la production biologique intégrée et donc l'utilisation des plantes et notamment des plantes que l'on va chercher en pépinière, mais pas que, pour essayer de réguler nos araignées rouges sur les tilleuls ou autres ravageurs. Conclusion, là, on a encore 4 photos de cette équipe, hein. Là, on ramasse du miel. Ça, c'est les panneaux qui ont été disposés et la visite se fait par les jardiniers. Il faut bien sûr ramasser les feuilles en automne, hein, ça commence. Et puis, on fait un peu de bateau pour nettoyer les douves. Donc, c'est tout ça, le métier de jardinier à l'heure actuelle pour le château de Sassenage. C'est à la fois faire de la com, faire un peu de journal et de communication auprès des médias, et c'est aussi travailler avec des outils et préparer en fait les chantiers de demain en suivant une ligne directrice que nous on a mis en place en 2016 et qui finalement bouge petit à petit au gré à la fois des événements climatiques, des usages et autres changements. Merci beaucoup.
Je m'inquiétais de savoir si on allait voir des hôtels à insectes ou des ruches. La conclusion me rassure, tout va bien. Alors, il y a plein d'hôtels à insectes. Alors, on en a mis un parce que, enfin, à l'époque, les jardiniers avaient dit on va en mettre un, puis c'était purement en communication. Et en fait, aujourd'hui, lorsqu'il y a des abattages d'arbres peu importants, l'hôtel à insectes est toujours là un peu pour faire des photographies, mais finalement, le bois est conservé sur place, il n'est plus enlevé, donc à la fois pour des raisons de protection au sol, et puis pour raison de hôtel à insectes, puisque rien de mieux qu'un bon tronc d'arbre dans un bosquet qui ne se voit pas trop, mais qui fait le job bien mieux qu'un hôtel à insectes. Effectivement. Question. Alors, la question, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque dont je me sens assez proche. Quand vous dites, je vois bien là sur votre site que les jardiniers font énormément de choses, on fait vraiment beaucoup de choses. Et je crois qu'il faut vraiment se rendre compte aussi, quand on est jardinier, et ça, tu as vraiment bien montré, surtout avec cette histoire de ribambelle, d'Instagram, etc., il faut quand même être, quand on est jardinier, il faut aussi quand même être bien armé, être vraiment confiant dans ce qu'on fait, parce que parfois, les médias peuvent être extrêmement objectifs et aussi d'un côté un peu comme un côté. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, avoir le jardinier qui fait les visites, je trouve que c'est vraiment un outil extrêmement puissant parce que ça permet aussi de tous ces gens qui viennent, souvent c'est les locaux, qui viennent, qui s'approprient le parc, que ce soit un passage au tuileries. Et donc, du coup, avoir des gens comme ça qui discutent et qui rassurent et qui aussi commentent aussi sur l'avancée des travaux, c'est vraiment hyper important. Oui, bah c'est devenu en tout cas une obligation en quelque sorte de faire de la com avec Instagram, ce genre de choses, mais ça reste extrêmement violent parce que lui, il est très branché gestion différenciée, enfin c'est quelqu'un qui a une licence en biologie puis qui est parti après sur des problématiques de biodiversité. Et c'est vrai que quand on a des commentaires comme zéro entretien paysagiste, arbustes qui sèchent sur pied, future zone à toxicomanes, c'est un déchet visuel, c'est taillis végétal qu'on appelle à tort, qu'on appelle jardin à tort. C'est rude. Enfin, c'est clairement rude. Alors c'est le seul, on le met en avant. Après, dans le plan de gestion, nous, ce qu'on souhaitait vraiment, c'était intégrer cette équipe de jardiniers. C'était quand même leur jardin en quelque sorte. Et c'était eux qui devaient le conserver et le transmettre. Et dans ce terme de transmission, il y a ces rendez-vous au jardin, ces journées du patrimoine, et vraiment tout l'été, il y a des visites du parc et du château qui sont organisées. Et ce qu'on voulait, c'était pas de gens extérieurs finalement. On voulait que ce soit les gens qui soient sur le terrain qui puissent le gérer. Puis il y a aussi un terme très classique, c'est le en attendant. Quand on fait des projets, je trouve qu'en attendant, c'est pas toujours fini, c'est pas toujours beau, c'est pas prêt, et il y a une espèce d'impatience, mais c'est aussi là-dessus qu'on peut renverser cette polarité-là négative, de juste utiliser ces outils médias pour dire voilà, on fait ça, soyez patients, il y a des choses qui sont moches, mais inhabituelles. Non, mais c'est oui. Là, pour le coup, en plus, nous, on a fait le choix de faire des plantations. Enfin, dans le château de Sassenage, on est très branché sur des petits végétaux. On va pas mettre en place des gros arbres ou des gros trucs. Sur le minimum. Alors forcément, on plante des petits bouts de bois, des petites touffes avec 3 feuilles. Les gens ne comprennent absolument pas. Quand il a fait un article il y a 2 ans dans le Dauphiné libéré, c'était pour faire un pendant sur un article qui avait été fait lors de la livraison de cette phase de plantation. Donc ça permettait quand même aussi aux gens de dire, bon ben voilà, il y a 4 ans, c'était des petits bouts de bois. Aujourd'hui, on est plutôt sur des arbres avec des coloris, des feuilles et ça marche plutôt bien. Donc c'est ce petit suivi qui est rendu possible parce qu'aussi on a un domaine qui change. Question de Catherine Carré. Bonjour, Catherine Master 2022, je suis fontainière et je voulais savoir dans une petite équipe comme ça, et j'aurais pu poser la question également à Laurence, comment est-ce que l'eau est gérée, et notamment les fontaines, les cascades et les circuits? Est-ce que ce sont les jardiniers qui s'approprient cette compétence ou est-ce que vous externalisez?
Non, c'est les jardiniers qui vont gérer les problèmes en tout cas, qui vont gérer le maintien aussi de ces choses-là. On partait de loin à Sassenage, puisque si je prends l'exemple d'une cascatelle, on a une cascatelle dans le jardin indochinois, elle était totalement ruinée. Il a fallu remettre en eau tout ça. Donc bien évidemment, on l'a remis en eau en 2017-2018, donc avec des techniques quand même assez récentes et avec un appui des jardiniers, puis d'une entreprise aussi qui a servi, l'entreprise qui avait les travaux, elle a fait partie aussi intégrante de ce chantier. Donc, il y a les deux, quoi. En cas de besoin vraiment important, on peut faire appel à une entreprise extérieure. Mais autrement, c'est les jardiniers qui ont dû se former aussi sur le tas pour gérer ces problèmes-là. Malheureusement, trouver un fontainier dans la région de Grenoble, c'est très compliqué. Lorsqu'on a bossé sur cette cascatelle, il a fallu venir à Versailles pour avoir des renseignements sur ce type d'ouvrage. En fait, il n'y en avait absolument nulle part. On n'a pas réussi à en trouver d'autres. Et Emmanuel Réponse. Oui, les jardiniers d'art, quand même, on parlait de l'amitié, le public adore entendre parole de jardinier. Mais encore faut-il avoir les effectifs. Donc là, je me permets de signaler que au plus fort des effectifs du jardin des Tuileries, on était à 21 jardiniers. Quand j'ai commencé ce travail il y a 8 ans, on avait 17 jardiniers. Et aujourd'hui, on est descendu à 12. Donc, il y a un moment où on n'y arrive plus, ça devient dramatique. Donc, évidemment, on nous parle d'externalisation, un cheval que beaucoup de gens connaissent. Je dis, mais est-ce qu'on a besoin de jardiniers d'art pour faire les bordures? Est-ce qu'on a besoin de jardiniers d'art pour entretenir un gazon, tourner un gazon, voilà. Le problème, c'est que nous, on est descendu tellement bas en termes d'effectifs qu'il y a des travaux de base qui ne peuvent plus être faits. Quand j'ai commencé, je trouvais que c'était merveilleux en tant que conservatrice des sculptures de pouvoir dire, bah, si on protégeait cette sculpture qui est tout le temps abîmée, en mettant des végétaux tout autour, on pouvait faire de très beaux projets. Et maintenant, des sculptures qui étaient magnifiquement mises en valeur et protégées par des végétaux, les végétaux ont dépéri, donc on est redescendu à un certain niveau auquel on n'est plus arrivé depuis longtemps. Et c'est vraiment très dommageable. Donc, le résultat, c'est que les jardiniers n'ont plus le temps de faire de la médiation et n'ont plus forcément envie même de le faire. Donc voilà à quoi on peut arriver très rapidement, en 2-3 ans. C'est vraiment une difficulté. Et nous, en plus, on a des jardiniers qui sont fiers de créer leur propre tradition. Tu l'as bien signalé et raconté, Jérémy. Mais actuellement, on conçoit des fleurissements qui ne vivent pas forcément très bien sur la longueur, surtout le fleurissement estival. Donc, la fierté, elle peut dégringoler très très vite en fait. Donc ça, c'est un point d'attention qui pour nous est absolument crucial et on rame beaucoup, on n'a pas forcément l'impression qu'on est entendu. Donc, voilà, je vais lancer ce petit alarme. Et nous, à Sassenage, la chance que l'on a eue, c'est que le commanditaire a fait le choix de prendre quelqu'un en plus, clairement, en disant, bon, allez, on y va, quoi. On va mettre le pognon et on va tenir ce truc. Et on a pu aller chercher cet argent et cette embauche, finalement, qui est toujours là. Et on a 2 personnes au lieu d'un. Ça, c'est vraiment, ça change la donne, hein, en réalité, ça change complètement la donne. Sinon, il n'y aurait pas tout ça. C'est tout. Ce sont des questions qui seront, je pense, abordées lors des journées organisées par le matin sur le plan de gestion au mail qui sont donnés partiellement ouverts. Ce sera même des journées ouvertes sur la formation du ministère de la Culture, ainsi que j'en profite pour faire les journées sur les arts, les journées de la chambre de filles, qui ont lieu début mars et qui seront ouvertes, et aussi un autre stage que nous faisons cette année avec l'INP et en partenariat avec la NIVAT, et à destination des inspecteurs de site et de tout le monde qui veut s'inscrire via le portail de l'INP. Et sur les lectures paysagères, en particulier les parcs 19e, les parcs paysagers qui sont, malgré leur parcours de simplicité et naturalité, Ah bon?